Bonsoir et merci pour votre confiance au sommaire de cette édition. Eh bien, le stade de Lamantinois qui se prépare, j'ai envie de dire que se réjouit tout de même de son partenariat avec le stade rennais qui existe, et ce partenariat du reste qui existe depuis 2016. Avec de bons résultats à la clé, eh bien, nous serons en direct d'ici quelques instants avec Cédric Vanoukia qui est le responsable des ANS de ce centre de formation du stade rennais. Et puis, un vent nouveau qui souffle du côté de Capesterre-Belle-Eau, précisément du côté du CAM, qui refait peau neuve avec une politique, et oui, une politique basée sur la jeunesse. Vous serez un plateau, ou du moins vous êtes déjà en plateau avec nous. Je vais parler précisément du responsable. Je cherche ma feuille. Voilà, tout à fait, avec monsieur Claude, qui est du reste le responsable de cet organisme, Claude, précisément, qui est le responsable de cette structure. De l'école de foot. Voilà, parfait. Et puis Jean-Baptiste de Cassio qui est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Ravi que tu sois, comme d'habitude, en direct avec nous sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Voilà. Eh bien, nous partons directement du côté du stade de Lamantinois avec Cédric Vanoukia qui est en direct avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. Oui, je demanderai justement à la technique de me donner un tout petit peu plus d'intensité. Voilà, alors donc je disais bonsoir Cédric, ravi que tu sois en direct avec nous justement pour parler précisément de ce partenariat qui existe entre le stade Lamantinois et avec le Football Club de Rennes. Oui, exactement. Ben, justement, là, je suis en pleine détection. Donc, les garçons viennent de terminer leur premier tiers-temps de 25 minutes. Donc, j'ai noté déjà quelques garçons et je dois échanger avec le directeur du recrutement pour pouvoir anticiper sur le deuxième carton et le troisième carton. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas présent en plateau et que oui. j'ai peu de temps. Oui. Alors, dans le concret, comment ça se passe, Cédric ? Et le concret, ça se passe qu'il y a un partenariat depuis maintenant 2016 avec le stade Lamantinois. On a réussi, du moins il y a 2 joueurs qui ont intégré notre centre de formation, dont l'un est international espoir français, Daniel Bellossian. Le deuxième joue en U19 alors que c'est un U17 et qui a gagné dernièrement le tournoi U16 en Guadeloupe, donc Lucas Rosé. Et donc voilà, maintenant nous sommes revenus sur l'île pour peut-être faire perdurer ce partenariat et puis surtout voir les nouveaux potentiels et les joueurs éventuellement à détection. Oui, c'est vrai, depuis 2016, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, il y a 2 Lamantinois qui font partie de l'effectif, je dirais, du Stade Rennais. Il y a donc Januel Bellossian, actuellement professionnel en Ligue 1, et puis il y a Lucas Rosier, qui est lui stagiaire chez les U17. Voilà, c'est exactement ça. Deux stades anciens Lamantinois qui sont beaucoup de formation. C'est pour ça que le partenariat, on veut le faire perdurer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore présents aujourd'hui au Lamentin, avec le stade Lamantinois qui a mis en place des détections avec les générations 2013, 2011 et 2012. Aujourd'hui, c'est le 2013. Et puis ce week-end, dimanche, ce sera le 2011 et le 2012. Voilà. Alors, il y a eu une détection chez les U11, les U12 et les U13. Alors, chez les U11, il y a eu 32 de retenue, 12, ou plutôt 30 chez les U12 et pas moins de 30 également chez les U13. Mais ça fait beaucoup, 22, hein. Voilà, c'est 22. Alors, 22, c'est une prédétection, donc 22 afin de faire des équipes et de voir, on va dire, les 22 qui ont été le plus pertinents et qui ont eu un potentiel sur les prédétections. Là, aujourd'hui, nous sommes sur la détection et puis on verra comment cela va se passer. Le plus important, c'est d'abord du plaisir, le plaisir avant toute chose. C'est ce qui va permettre aux garçons d'atteindre leur meilleur niveau. Et puis après, nous connaissons tous, il y aura, on l'espère tous, un futur potentiel qui soit du stade Lamantinois, soit d'autres clubs, puisqu'il n'y a pas que le stade Lamantinois qui est aujourd'hui présent au Lamentin. Alors, il y a une petite précision, j'aimerais que tu nous donnes, Cédric, concernant donc l'ANS. Quand tu parles de ANS, puisque c'est vrai que tu es responsable des ANS du centre de formation du Stade Rennais. C'est ça, l'ANS c'est un contrat, c'est un accord de non-sollicitation qui protège le joueur et sa famille et le club professionnel, c'est-à-dire qu'un garçon qui veut signer dans un centre de formation et le club professionnel souhaite aussi le faire signer, ils se mettent d'accord avec l'ANS et donc comme ça, le garçon ne pourra pas aller dans un autre club, mais il aura au bout de 2 ans la certitude d'intégrer le centre de formation du club professionnel qui aura fait signer l'ANS.
Donc, disons, c'est une certaine précaution que vous prenez du côté du côté du Stade Rennais. C'est un peu un contrat de travail, c'est ça. C'est un contrat de travail. Un contrat de travail anticipé, voilà, l'ANS débouche sur un contrat aspirant de 3 ans. Donc, en gros, il y a 2 ans d'ANS, plus les 3 ans du contrat aspirant. Donc, en général, le garçon s'engage, ou la femme de garçon s'engage pour 5 ans. D'accord. Alors, aujourd'hui, précisément concernant le U11, puisque le recrutement, entre guillemets, concernant les U11, et aujourd'hui, tu serais amené à partir avec combien ? Non, il n'y a pas de quota, puisque après on rentre dans les termes assez techniques. C'est pas oui. le plus important, c'est déjà de détecter en Lyon, tu ne peux pas signer un an. On est obligé d'attendre le mois de janvier de sa 13e année. Par contre, si on vient et que là, par exemple, comme on est aujourd'hui ici, il y a des garçons qui ont un potentiel, on continue de le suivre, et puis on le suit, on se met d'accord entre guillemets avec la famille, on le fait venir en immersion, et puis le jour où il pourra signer son contrat ANS, on lui proposera un contrat. Comme ça a été le cas justement. Là, comme ça a été le cas de Lucas Rosier, qui a été dès U9 on l'a repéré et qui a signé son ANS avec le Stade Rennais. Oui. Par contre, ce qu'il est important de préciser, c'est que les garçons, là, entre guillemets, le foot va de plus en plus vite, et donc il faut maintenant agir de plus en plus tôt. Donc on vient de plus en plus tôt sur les générations pour détecter les futurs potentiels. C'est pas facile parce qu'il faut s'imaginer qu'à 11 ans, à 12 ans ou à 13 ans, que le potentiel de devenir de garçon qui puisse aller jusqu'au Roisen Park chez nous, c'est pas facile. C'est pas facile, et c'est pour ça qu'il faut se déplacer, il faut voir, il faut mettre en place toute une cellule et des contacts pour pas se tromper, mais de toute façon le risque zéro n'existe pas, et puis quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je parlais en préambule, je disais c'est le plaisir avant tout, les garçons ils doivent venir prendre du plaisir et le potentiel rejaillira. Oui, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de thématiques, Cédric, concernant d'ailleurs l'avenir de nos jeunes de nos jeunes Guadeloupéens. Toi-même tu viens de le dire, 11 ans, c'est vrai que ça fait jeune, ça fait très 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 jeune pour pouvoir partir là-bas. S'il faut peut-être disons rentrer dans un centre de formation, qu'est-ce que tu conseilles aux parents? Déjà, quoi qu'il en soit, c'est impossible d'intégrer un centre de formation à l'âge de 11 ans. Oui. Comme vous l'avez vu, pour Lucas Rosier, on l'a détecté, mais il est arrivé qu'à 16 ans. Donc en gros, ce que je conseille, c'est de prendre le temps à 11 ans, de ne pas paniquer, de ne pas s'alarmer. Si le garçon a le potentiel, il va pouvoir intégrer un centre de formation, mais qu'à partir de 16 ans. Donc il ne faut pas chambouler toute la vie de la famille et du garçon. Très bien. 11 ans, qui continue de rester dans son île, de progresser, de s'améliorer, entre guillemets, d'élever le niveau d'exigence sur le plan technique, sur le plan volume de jeu, tout en étant dans le plaisir, bien évidemment. C'est ça qui doit animer les garçons, mais il ne faut pas tout chambouler pour éventuellement espérer intégrer un centre de formation. À 11 ans, ça n'existe pas. À 12 ans ou 13 ans, oui. Nous, en tout cas, on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. Oui. De toute façon, on peut intégrer qu'à partir de 16 ans le centre de formation. Oui, alors c'est est-ce que ça veut dire à partir de cette date, détection c'est un enfant que vous allez suivre, concernant le Stade Rennais en permanence. Donc sur le terrain de Castel pour la prédétection U12 U13 concernant la venue de Barou et de Cédric Vanique. De la famille pour dire votre garçon a un potentiel, nous on le voit aller assez loin, donc on aimerait poursuivre et mettre en place pas un partenariat, mais en tout cas de continuer à le suivre. Nous, on aimerait régulièrement le voir, on serait venir en immersion pour qu'il puisse garder son temps d'avance et mettre en place, fixer des axes d'amélioration pour que le garçon puisse continuer à progresser. D'accord. Dans cette détection d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu observer jusqu'à présent? Nous sommes que sur le premier quart-temps. En tout cas, on voit des garçons qui ont de l'énergie, ça c'est sûr. Il y a quelques profils. Après, on est en train de regarder aussi. Il y a des postes 1, postes 2, et puis de voir quel type de garçons qui peuvent évoluer. Donc, on regarde un peu tous les critères sur le plan mental, la communication, les garçons qui sont dans la générosité, dans l'engagement, et puis après, bien évidemment, le critère technique aussi, qui est important. Je voudrais quand même que l'on parle de Januel, Bélocian. Est-ce que ou alors le Stade Rennais, est-ce que vous êtes satisfait quand même de la présence de ce jeune au sein de l'effectif premier? On ne peut que fier de voir Januel, parce que aussi avant bien évidemment c'est un Guadeloupéen, mais au-delà de ça, ça reste un jeune de notre académie qui a franchi les étapes, qui a signé pro assez relativement jeune et qui maintenant fait partie
entière du groupe professionnel, et c'est surtout un garçon sur lequel les différents coachs professionnels comptent. Pour l'instant, il a du temps de jeu, et donc oui, nous, dès qu'un jeune du centre de formation ou de l'académie arrive dans l'équipe première, avant toute chose, il ne faut pas oublier, le Stade Rennais, c'est un club formateur. Donc nous, dès qu'on voit des jeunes dans l'équipe pro première et qui ont du temps de jeu surtout, bien évidemment, nous sommes fiers et contents. Ouais. Que ce soit tous les éducateurs, mais surtout le club. Est-ce que ça veut dire, au vu de sa compétence, de son potentiel, il est capable d'aller ailleurs et d'être peut-être bien vu vers un club étranger? Il a ce qui caractérise Januel, c'était sa faculté de travail. Donc c'est un garçon qui est beaucoup à l'écoute, qui travaille, qui a franchi les étapes assez régulièrement parce c'est un garçon assez régulier. Et bien, dans un premier temps, il faut qu'il confirme déjà à Rennes, en Ligue 1, qu'il est le niveau. Et puis oui, après, c'est à lui d'aller chercher s'il doit aller chercher. Mais nous, on aimerait, on l'a formé, donc on aimerait le garder le plus longtemps possible. Mais pour sa progression, oui. Peut-être qu'un jour, oui, il sera amené à partir. Et pour Lucas Rosier. Lucas, il faut lui laisser. Voilà, Lucas, c'est un joueur offensif. Là, il faut demander un peu plus de régularité. Et puis, pour l'instant, il est encore qu'en début de sa formation. Donc déjà que c'est un U17 qui joue en U19, donc il franchit aussi des étapes. Maintenant, il va falloir qu'il devienne de plus en plus régulier et décisif, parce que c'est ce qu'on demande à un attaquant, d'être décisif. Alors, au cours de la saison 2022-2023, le Stade Rennais a été élu meilleur centre de formation français. Quelle est ton analyse? Écoutez, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Maintenant, quand on est en haut, le plus dur, c'est d'y rester. Mais ça vient récompenser tout simplement le travail des garçons, des éducateurs, de la politique du club aussi. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, nous on fait de la formation, mais derrière, il y a l'équipe première qui est capable en Ligue Europa d'aligner toute une défense 100% Académie Stade Rennais. Donc au moins nos garçons ont du temps de jeu. Donc oui, c'est une fierté. Maintenant, il va falloir confirmer, tout simplement. Le plus dur, c'est de ne pas s'endormir et de sortir de sa zone de confort. Oui. Toi qui as été un ex-professionnel, tu as fait pratiquement toutes tes classes avec le Stade Rennais. Si tu devais donner un conseil justement aux parents qui nous regardent en ce moment et qui suivent un petit peu tes conseils, tu leur dirais quoi? Déjà de faire leur rôle de parents, de ne pas devenir des entraîneurs ou des éducateurs, d'aimer leur enfant, voilà, surtout de l'accompagner, de continuer à le faire grandir. Ça reste avant tout des enfants et il ne faut pas qu'ils le perdent ça de vue. Et comme je disais à chaque fois, je disais c'est du plaisir, donc voilà, c'est d'accompagner leur garçon dans son sport favori. Et si le potentiel et le talent est là, il continuera à franchir les étapes, surtout si la structure familiale est positive, parce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, il y a des parents qui vivent par procuration et c'est eux qui nuisent au potentiel et au développement de leur enfant. Parce qu'ils ne sont pas relâchés sur le terrain, parce qu'ils entendent maman, parce qu'ils entendent papa crier, et donc après ils commencent à surjouer, et puis surtout ils se mettent une pression, et ils oublient de grandir, et ils oublient que le football reste un jeu avant tout. Oui, parce qu'on se rend compte justement, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de gamins, quand ils arrivent là-bas, eh bien c'est après c'est l'échec. Selon toi, c'est dû à quoi tout ça? Parce que le parcours est très 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 compliqué. Il faut une résilience, il faut une force mentale, il faut une force physique. Oui. Il y a du niveau. Donc généralement, des fois, les garçons sont les meilleurs dans leur club amateur, mais après ils arrivent parmi d'autres meilleurs. Et là, c'est que la concurrence arrive, et il y en a qui n'arrivent pas à passer ce cap sur le plan mental. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'émotionnel, et comme vous le disiez, c'est surtout aussi il y a beaucoup de structures familiales qui nuisent au développement et à la progression de leur enfant. Donc quand je dis structure familiale, c'est la famille, papa, maman, mais c'est aussi des pseudo-conseillers qui viennent de plus en plus tôt et qui peuvent venir aussi, qui mettent pas en place un projet éducatif et surtout un projet dans le sens où le garçon doit progresser, mais d'abord ils essaient de voir les paillettes, mais avant d'arriver aux paillettes, c'est le travail, c'est que du travail, et ça, il faut de la résilience, il faut du travail, il faut de l'abnégation, il faut de l'envie, savoir aimer se faire mal. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui aiment se faire mal et se dépasser. C'est le dépassement de soi, c'est ça. J'ai presque envie de dire, et ce sera quasiment ma dernière question, Cédric, avant de te libérer, j'ai presque envie de dire, dans ce milieu-là, eh bien, il n'y a pas tellement d'amis. Non, comme je dis souvent aux garçons, on n'est pas dans un monde de bisounours, et sincèrement, il n'y a pas d'amis. Alors c'est le sport le plus individualiste
parmi les sports collectifs. C'est chacun pour soi. Même, on peut pas avoir son meilleur ami peut pas être son concurrent, c'est-à-dire deux latéraux peuvent pas être meilleurs amis parce qu'il n'y en aura qu'un qui jouera de latéraux droit, par exemple. Et c'est un sport extrêmement concurrentiel. Et il faut avoir les dents longues. Il faut avoir les dents longues tout en respectant le jeu, son adversaire, son partenaire. Mais il faut avoir les dents longues en restant positif, bien évidemment. Alors, il y a Jean-Baptiste qui va te poser une dernière question, quand même, Jean-Baptiste, que tu connais très bien, Jean-Baptiste Gassio. Salut, salut. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Tu vois qui c'est? Sur la détection, ouais. Allô? Allô, oui, c'est bon, j'entends. Oui. Juste pour revenir aux gamins, lorsque les gamins qui seront détectés, est-ce qu'ils resteront ici en attendant leur âge ou bien est-ce qu'ils iront en immersion au Stade Rennais une fois à l'année? Comment ça se passe concrètement? Voilà, généralement, on le fera quand même peut-être au moins 1 à 2 fois dans la saison par année avant de signer le contrat à Inès. Mais comme on avait pu le faire pour le petit Lucas Rosier qui est venu de ses U9, il a dû venir déjà au moins 6-7 fois en immersion à Rennes. Et on a bien le faire sur différentes périodes, surtout en hiver, parce que de voir un petit peu comment le garçon va pouvoir s'adapter quand les températures sont très négatives. Ok, d'accord. Merci en tout cas Cédric d'avoir été en direct dans cette émission. Bonne continuation et puis à très vite. À très bien, oui, à très vite. On aura l'occasion de se revoir parce que tu viens quasiment chaque année ici en Guadeloupe. Merci encore Cédric d'avoir été en direct. Retour sur le plateau avec l'invité, c'est tout simplement Claude Kendou, référent du projet Club de CAM. Absolument. Alors, voilà, c'est ça. Claude, moi, j'ai voulu que tu sois là, parce que, bon, on se connaît depuis quelques temps. Tu as eu un sacré parcours, notamment avec Montpellier, entre autres. Et puis, ça fait très peu de temps que tu es avec le CAM, depuis le mois d'août. 2 ans et demi. Mais tout en sachant qu'auparavant, tu étais avec l'Arsenal de Petit-Bourg. Avec l'Arsenal de Petit-Bourg. Donc... Alors, quand on parle de projet de club, c'est quoi quand on parle de projet de club, c'est quoi en réalité? Le projet de club, en fait, c'est d'avoir une idée un peu globale de la manière dont on veut conduire le club de foot. Le club de foot, ça n'est pas... Donc là, on est un petit peu dans un univers qui est un peu amont par rapport aux collègues, par rapport à ce qu'ils viennent de dire. On n'est pas dans l'univers professionnel. Donc le projet de foot, le projet du club, en fait, c'est un projet d'abord éducatif. C'est avant tout un projet éducatif, donc particulièrement au niveau de l'école de foot, qui rejoint plusieurs actions. Des actions à mener, donc qui ne sont pas uniquement liées sur la performance en fait. Donc nous, on a coutume de dire que nous formons des hommes de demain. Nous n'avons pas en face de nous des hommes en miniature, nous formons des enfants qui deviendront plus tard des hommes. Donc partant de là, on a tout un tas de projets à mener concernant les enfants. Donc c'est des projets de coordination sportive, des projets qui doivent inculquer des valeurs humaines à nos enfants, des projets qui doivent développer quelque part un esprit citoyen, et puis tout ça sont menés par des actions concrètes du club, du CAM. Oui, du CAM. Alors, le CAM, c'est quoi aujourd'hui? Puisque c'est vrai, j'ai connu ce club depuis quelques années, qui a tendance à faire un petit peu l'ascenseur, et c'est ce que tu n'aurais pas voulu, justement, que ce club-là se trouve dans cette situation. C'est-à-dire, ce que tu veux, c'est de créer, comme tu viens de le dire, créer des hommes pour demain. Absolument. Donc, c'est surtout d'abord un élan. Moi, je dirais pas... c'est un élan nouveau qui est inculqué par le président du club, monsieur Ramdini, Patrick, qui donne cette espèce d'impulsion à tout le monde. Donc il y a une structure qui est très claire. Et cet élan doit nous conduire justement à améliorer les résultats et surtout à pérenniser le travail de tous nos partenaires. Quand je parle de partenaires, je parle des parents, je parle des éducateurs, je parle des accompagnateurs, je parle des personnes qui travaillent au quotidien. Donc tout ça, ça forme une équipe qui a pour mission justement donc de pérenniser, comme je vous l'ai dit, de pérenniser la situation sportive de nos enfants, la situation sociale de nos enfants. Voilà, on n'est pas uniquement focus sur les résultats pour le moment. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est combien de gamins dans ce club? Globalement, en comptant les gamins et les seniors, donc ce que nous on appelle le foot à 11, on est à peu près un peu moins de 200 licenciés. Des 100 licenciés, on va dire qu'on c'est subdivisé à une 60aine d'enfants.
enfants, donc des U6, U7 jusqu'au U13. Oui, alors c'est vrai que là on a parlé évidemment du projet, on parle de ce projet, mais c'est avec quel outil justement qu'on peut mettre en place ce projet? Mais les outils, ils sont toujours les bienvenus. Si les partenaires potentiels qui veulent venir nous aider, ils sont carrément ouverts. Pour le moment, nous travaillons avec des outils qui sont quand même assez performants. Nous avons un terrain qui est quand même très correct. Nous avons une annexe qui est aussi pas mal. Donc nous développons tout ça au travers déjà de l'implication de chacun. Et puis surtout, en fait, ce qu'on met en place, nous travaillons aujourd'hui sur un projet dit Label Club. Donc qui permet justement de mettre en lumière tous les points qu'il faut améliorer et tous les points sur lesquels nous devons travailler. Donc les outils, c'est d'abord nos gamins, si je puis dire quelque part, donc nos gamins qui sont très très sportifs, qui sont très très joueurs, qui sont très à l'écoute. Donc et puis nous avons des parents qui suivent pas mal. Et puis surtout nous avons, je vous dis, un environnement de bénévoles que je remercie encore aujourd'hui parce qu'ils sont là tout le temps, à tous les instants, que ce soit qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse soleil, qu'il fasse beau, ils sont là. Alors ces bénévoles, ce sont allusion faite peut-être aux parents, par exemple, aux parents ou alors ceux qui encadrent justement ces gamins. Les parents, ceux qui encadrent les gamins, donc les éducateurs, mais je parle aussi surtout des gens qui sont là, qui préparent les sandwichs, qui la famille quoi. La famille, c'est la famille, voilà, c'est la famille du CAM que j'ai découvert depuis pas très longtemps et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout de suite été fidélisé à ce club-là, parce qu'en fait on ressent vraiment un esprit de fraternité, un esprit guadeloupéen que j'apprécie beaucoup. Jean-Baptiste. Non, c'est familial. Chez les jeunes, c'est comme ça, les parents accompagnent, il y a toujours du monde pour donner la main, pour faire les collations, pour accompagner les jours de tournoi. Franchement, chez les jeunes, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, et puis surtout, donc, je vais rebondir sur ce que le monsieur disait tout à l'heure. C'est vrai que les parents, donc en début de saison, nous avons réuni par catégorie chaque parent pour leur expliquer déjà le projet, et puis pour avoir un retour comment ils percevaient le projet. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis donc de leur indiquer ce qu'on attend d'eux, ce qu'eux ils attendent de nous, et quelle est la limite à ne pas franchir d'un côté comme de l'autre. Et donc ça se passe très bien. Oui, alors quand tu dis justement ce projet-là, mais disons qu'il a été, j'imagine, mûrement réfléchi par les différents responsables. Et comment faire justement pour mettre vraiment à plat ce dossier, parce que c'est peut-être pas facile. C'est pas facile, mais il faut surtout partir sur un existant. Donc quand j'ai été reçu par le président et le conseil d'administration du club, donc ce sont des gens, c'est pas, conseil d'administration, ça fait très administratif comme terme, mais en fait ce sont des gens qui sont là au quotidien, les administrateurs sont aussi éducateurs, en fait tout le monde est là, et donc ils m'ont reçu pour me présenter leur projet et puis pour écouter ce que j'avais à leur dire, quoi. Donc ça a matché, on est arrivé sur un point d'équilibre. Surtout en fait ce qui a été mis en avant de la part du président et de la part du conseil d'administration, c'était qu'il fallait coordonner l'école de foot. C'est-à-dire que, un peu comme vous disiez tout à l'heure, ne pas se retrouver dans une situation où une année c'est bien, une année c'est moins bien, une année c'est bien, une année c'est moins bien. Donc c'est-à-dire être tributaire en fait de la qualité des gamins. Une année on a de très bons gamins, on va avoir des très bons résultats, et puis l'année d'après peut-être que la génération qui arrive est peut-être un peu moins bonne et les résultats sont moins bons. Ça, on voulait, le président et puis le conseil d'administration voulait absolument éviter ça. Ça passe par quoi? Ça passe par un travail de fond, ça passe par l'élaboration d'un projet et d'un programme sportif qui est élaboré pour l'année et qui est vérifié. Et donc ça permet, si vous voulez, de huiler et d'égaliser le niveau des gamins. Donc voilà, un gamin qui prend une licence, au bout de 3 ans, c'est normal qu'il progresse, que ces progrès-là soient vérifiables. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors tu viens d'un grand club, le Montpellier Hérault, grand club, où tu es resté combien d'années déjà? Je suis resté en fait, comme beaucoup de parents, puisque mon fils y était, donc je suis resté 6 ans, 7 ans dans ce club-là, pendant que j'ai suivi. Donc moi-même j'étais éducateur, c'est eux qui m'ont payé ma formation d'éducateur, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, si je puis dire, en fait, de manière assez concrète, quoi. Donc ils m'ont fait passer le diplôme. Donc après, ce qu'il faut, c'est surtout faire la part des choses entre un club professionnel et un club c'est ça. Qui est issu club amateur. Un club amateur. Voilà.
Eh bien, nous marquons juste une pause couleur dans cette édition et puis on va se retrouver tout de suite après. À tout de suite. Sur le plateau, et là, nous sommes avec Claude Quindou, qui est le référent projet club du CAM. Alors, Claude, quelles sont les actions mises en place justement par ce club? Les actions mises en place, encore une fois, je parlerai de l'école de foot. Oui. Elles sont, on va dire qu'elles sont au nombre de 4. La première action, donc, c'est le focus en fait sur. C'est ce pourquoi d'abord les parents prennent naissance, c'est que leur gamin progresse sportivement. Hein. Donc déjà il y a une action sportive qui est mise en place. Ensuite il y a l'action qui consiste à inculquer les valeurs humaines, qui pour nous sont très 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 importantes. Et il y a une action qui consiste aussi à développer l'esprit citoyen de nos gamins. L'esprit citoyen, c'est quoi? C'est qu'ils soient connectés à leur environnement, qu'ils travaillent pour leur environnement. Pour exemple, qu'ils soient focus sur tout ce qui est très sélectif, etc., le traitement des déchets. Donc ça, en fait, on les forme là-dessus. Et ils sont très réceptifs à ça. Et puis la quatrième action, ce sont des actions du club, spécifiquement. Par exemple, dernièrement, quand moi je suis arrivé, il a été mis en place une structure médicale qui est pilotée par un médecin, donc qui est un peu transversale à toutes les équipes, donc qui s'occupe et des seniors jusqu'aux gamins, mais les gamins ils ont en général moins besoin de médecin dans un club, parce qu'il y a beaucoup moins de pathologies que les seniors ou les U19. Donc elle est là de permanence, enfin en permanence le lundi et le mercredi, où elle reçoit, donc ça c'est très bien aussi. Et puis dans cette action-là aussi, il y a des actions qui sont un peu plus de loisirs, qui consiste à mettre en place du lien, c'est-à-dire là vendredi il va y avoir un chantier Noël qui est organisé par le club, qui se déroulera sur les installations du CAM. Dernièrement il y a eu une grande grillade qui intéressait tout le monde, donc là aussi c'était un succès auquel ont contribué toutes les personnes du club dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà, donc il y a une action aussi qui me tient à cœur, EVS. Alors c'est, je sais plus ce que ça veut dire. V pour vie sociale, donc c'est une association. C'est une abréviation, hein? Oui, tout à fait. D'accord. C'est une association qui est en face en fait et qui travaille sur le lien dans une cité qui se trouve en face du CAM. Donc en fait nous travaillons avec elle, nous avons commencé à travailler avec elle pour mettre en place des actions communes qui sont un peu en dehors du champ sportif. Donc ça veut dire ça va consister à faire des sorties, aller travailler sur la plage, ramasser des déchets, faire des sorties pédestres, etc. Voilà, donc ce sont ces 4 actions-là. Donc l'action sportive, leur inculquer les valeurs humaines, l'esprit citoyen, et puis toutes les actions qui sont un peu périphériques aux actions du CAM. Alors pour rester justement sur le plan sportif, puisque je l'ai dit, hein, tu restais pas mal d'années avec notamment le Montpellier Hérault, qu'est-ce qui différencie un club professionnel justement à ce club amateur? Si vous permettez, avant de parler de différenciation, il y a un point qui relie en fait les deux, c'est le plaisir. Oui. Je veux dire, parce que moi j'étais déjà à l'école de foot à Montpellier, et donc ce qui était transversal en fait à toutes les équipes qui faisaient partie du club, c'était prendre du plaisir. On ne sait pas de quoi demain sera fait par rapport aux sportifs, hein, c'est très aléatoire, donc c'était prendre du plaisir. Donc ça c'est quelque chose que je retrouve autant au CAM, autant avec Montpellier, quand j'étais à Petit-Bourg ou avec Montpellier. En revanche, ce qui diffère, c'est l'esprit même, c'est la manière d'aborder le futur. C'est-à-dire un gamin qui en U13, c'est en fait les éducateurs disent nous on forme des futurs professionnels. Donc avec tout ce que ça comporte comme contrainte, comme quelque part comportement égoïste, mais dans le sens sportif du terme, par rapport au CAM. Par exemple au CAM, nous on inculque un esprit, je parlais de valeurs tout à l'heure, un esprit de solidarité, de respect, on pourrait peut-être se poser aussi la question, pourquoi ne pas avoir à peu près le même discours, puisqu'en fait quand on pratique le sport, l'idée avant tout c'est d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas le professionnalisme demain?
Oui, pourquoi pas le professionnalisme, mais sauf que nous, en fait, nous avons un panel de joueurs qui comprend des gamins qui débutent et des gamins qui sont beaucoup plus avancés. Donc, il faut trouver le bon tempo, quoi, si je puis dire, pour intéresser tous ces gamins. Quand on est dans un club pro, voire parfois semi-pro, ce qui les intéresse, c'est la performance immédiate. Il faut que ces gamins-là soient tout de suite en situation de performer, d'être meilleurs que d'autres. Moi, les gamins que j'ai, par exemple, et ce que j'essaie de dire aux éducateurs qui travaillent avec nous, c'est d'inculquer d'abord la notion de plaisir. Le résultat, ça viendra si on a bien travaillé. Si on commence à s'intéresser au résultat avant même d'avoir travaillé, il y a un problème. Alors que le club de foot, lui, ce qui l'intéresse, c'est du résultat tout de suite, même en U13, même en U11, même en U12. Nous, non. C'est très exigeant, quoi. C'est très, très, très exigeant. La carotte, c'est le contrat professionnel, c'est le contrat aspirant, c'est le contrat élite, c'est le contrat professionnel. Nous, la carotte, quelque part, c'est de rentrer, d'ailleurs ça fait partie de nos projets aussi, de rentrer au pôle espoir, de travailler et puis de pouvoir s'améliorer. Au niveau pour le tri déjà pratiquement fait, il y a des différences de niveau localement, on va dire. Au niveau du club professionnel, le tri est déjà pratiquement fait. Oui, mais je reviens sur ce que disait le collègue tout à l'heure. C'est vrai que le tri est fait, mais les gamins qui arrivent, ce sont des gamins qui étaient meilleurs dans leur club. C'était des gamins qui viennent de niveau au régional, en fait de ligue ou de district, qui étaient les meilleurs dans leur club. Et quand ils arrivent dans l'univers pro, ils se retrouvent à être un bon joueur parmi d'autres, enfin un très bon joueur parmi d'autres très bons joueurs. Donc là, en fait, le curseur il est encore supérieur. Et d'un point de vue cognitif, d'un point de vue mental, c'est pas du tout. Au niveau amateur, les différences de niveau, c'est un peu plus compliqué en fait. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, il l'a dit, pas d'amis, quasiment pas d'amis. On est là, justement, c'est pour un objectif bien précis, c'est d'être professionnel et un professionnel reconnu. Et un professionnel reconnu, sachant que ça n'est pas que le joueur en fait qui se retrouve dans cette situation de concurrence. Il y a le joueur, mais il y a les parents. Les parents qui accompagnent, les accompagnateurs se retrouvent très très frustrés. Moi, je l'ai vécu. Donc, vraiment, on est dans un univers qui intègre de manière intégrale la concurrence. Oui, on peut peut-être en parler parce que vous avez accompagné tu as accompagné ton fils pendant pas mal de temps déjà. Oui. Dans le concret, c'était quoi ton objectif pour lui? Déjà, le concret, c'était qu'il joue. C'était qu'il joue le dimanche parce que là, c'était entraînement tous les jours. Donc match dimanche, entraînement tous les jours, samedi compris, etc. Et là, le secteur il est ultra concurrentiel. Donc, c'est-à-dire que le gamin va s'entraîner tous les jours, mais il n'est pas sûr de jouer. En plus, comme la plupart du temps, ce sont des niveaux nationaux, on ne peut pas rentrer et sortir, quoi. Je veux dire, le gamin qui sort, il ne rentre plus. Donc en général, si l'équipe tourne bien, le gamin qui est sur le banc, il risque de rester tout le match sur le banc. C'est ça la réalité en fait. C'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration. Il y a des enfants qui viennent en plus quand ils avaient 16 ans. Donc 14 ans, il y avait une limitation au niveau de la distance, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas recruter des gamins à plus d'un certain nombre de kilomètres. Donc il y avait une espèce de protection du gamin. Ben, une fois qu'ils ont 15-16 ans, c'est des gamins qui pouvaient venir de Paris, qui pouvaient venir de Marseille, et donc des parents qui parfois faisaient le déplacement pour voir leur gamin jouer et que le gamin ne rentrait pas. Donc ça, c'est une frustration qui est très 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 importante. Frustration pour les parents, frustration pour les joueurs. Absolument. Et puis c'est peut-être ça, c'est peut-être tout cela qui amène justement le gamin à l'échec. Pourquoi? Parce que il se dit, je suis tout le temps sur le banc, il sait qu'il fait pas mal d'efforts pour jouer, pour entrer parmi les 11, mais n'empêche qu'il reste carrément sur le banc. Ça fait partie de la préparation mentale du gamin. C'est-à-dire que le gamin qui est préparé, qui a un environnement familial qui le prédispose à ça, quoi. C'est-à-dire que le gamin il va pouvoir peut-être mieux assumer cette frustration-là. Le gamin qui est préparé à ça, parce qu'aujourd'hui l'environnement compte pour beaucoup dans la construction du footballeur. C'est celui qui saura encaisser le mieux. C'est plus ceux qui sont plus forts mentalement qu'on va retrouver en bout de chaîne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le mental qui fait la différence. Je veux dire, ces gamins-là, ils ont tous à peu près à quelque chose près le même niveau technique. La différence, c'est plus sur le nombre de jongles faits. C'est plus ça. C'est vraiment comment il va pouvoir supporter une frustration, comment il va pouvoir supporter peut-être une mésentente avec l'encadrement sportif. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, rester 2 matchs sans jouer.
ça va se remettre en question, c'est pas facile en fait. C'est pas facile, donc en plus là on parle d'enfants, souvent un môme de 15 ans, de 16 ans, ce sont encore des enfants qui sont en construction, donc quand il est confronté à cette ultra concurrence là, qui ne sont pas préparés en plus, qui ont avec eux des parents qui vivent cette frustration là dans la voiture après le match ou avant le match, il faut se mettre à la place de l'enfant. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même univers entre l'univers qui est amateur, qui est basé encore une fois sur le plaisir, sur l'évolution tranquille, sur la progression tranquille, et cet univers là où on se fait pas de cadeau, hein. Il n'y a pas le gamin qui progresse pas ou qui est blessé. Moi mon fils par exemple, pour revenir à lui, il a été blessé. Il a abandonné après. C'était fini, hein, en fait. Non, après, en fait, on vous dit je te rends ta liberté. Voilà, on vous annonce ça comme ça, on te dit je te rends ta liberté. Donc ça veut dire que voilà, il n'y aura pas de problème pour changer de club, on ne va pas te bloquer, on ne va pas bloquer ta licence, etc. Donc il y en a qui passent, si vous voulez, cet écueil-là et qui rebondissent ailleurs, et puis d'autres qui rebondissent plus difficilement. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est un milieu qui est très 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 compliqué. C'est un milieu, il faut se dire qu'il y a, par exemple en France, d'après les chiffres de centre qui travaille là-dessus sur les statistiques, ça s'appelle l'étude du centre d'études de l'emploi, le CET, qui avait dans son dernier rapport indiqué qu'on avait en gros plus de 2 millions de footballeurs licenciés en France métropolitaine et aux Antilles. Et il y a 5% parmi ces 2 millions qui possèdent le statut professionnel. Donc c'est déjà donner une idée un petit peu de l'extrême concurrence qu'il y a. L'extrême concurrence et les difficultés qui s'imposent dans cette affaire. Oui, parce que quand on voit quand c'est 5% seulement sur le nombre qui a le statut de professionnel, c'est compliqué. Et dans ces 5%, on peut inclure une partie de très faibles joueurs de ces 5% qui ont, quand ils deviennent pro, quand ils ont le statut pro, qu'on peut considérer comme des joueurs d'exception. Donc eux, en fait, ils sont appelés à avoir une carrière un peu plus longue, avoir des salaires beaucoup plus importants. Et puis, la majorité des autres, donc ce sont ce qu'on appelle les autres joueurs, hein, donc ce sont des joueurs qui sont des professionnels quand même, mais qui ont des carrières plus courtes, qui ont des salaires beaucoup moins importants, qui ont des contraintes qui sont sujets aux contraintes managériales, si je puis dire. Donc c'est très 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 compliqué. Donc c'est pour ça, pour revenir à ce que vous disiez, quand on est dans une école de foot, la première des choses, c'est mettre les parents qui ont la chance d'avoir des gamins qui ont un talent, de les mettre face à cette réalité-là. C'est de leur dire attention, votre gamin, il est fort, il est très fort, il a du talent dans son club. Donc on travaille avec lui. Il faut être prudent. Mais il va partir au Stade Rennais ou il va partir à Montpellier, mais ça va être un joueur moyen par rapport au niveau global, je veux dire. Donc voilà. Laissez-le prendre du plaisir, laissez-le travailler, laissez-le dans son club, qui travaille et qui prend du plaisir. Alors on a effectivement comment on appelle ça encore ? On a le pôle justement où les gamins passent assez souvent, et d'autres qui partent avec les parents carrément pour tenter une carrière professionnelle. Est-ce que c'est compatible les deux ? J'aurais tendance à dire que là aussi ça dépend de la qualité du gamin. Oui. Si c'est un gamin qui sort du lot, ça peut être compatible, mais là ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une éducation que les parents doivent avoir. Faire confiance aux structures, faire confiance aux ligues qui travaillent. Je veux dire, la Ligue de Guadeloupe travaille, même s'il y a des choses qu'on peut discuter sur certains points, mais la Ligue de Guadeloupe travaille, donc ils mettent en place un système de détection qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne. C'est plus possible aujourd'hui que les gamins passent au travers les mailles du filet, c'est plus possible. Ça existe encore il y a quelques années, que des gamins qu'on retrouvait, c'est plus rare, je trouve. Ouais, c'est un peu rare, mais on en trouve quand même. On en trouve quand même parce qu'il y a des gamins qui sont là-bas et qui sont pas passés au pôle, qui sont pas. Donc bon.
Il y en a quand même qui passent au travers. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les gamins qui, je veux dire, le truc Ribéry, ou en fait des gamins qui arrivent, qui ont joué en DH et qu'on découvre comme ça avec du talent à 18-19 ans, c'est de plus en plus rare. Les gamins qui arrivent à percer dans le milieu professionnel sont des gamins qui sont passés vraiment qui ont suivi la filière. Qui ont suivi la filière, et il y en a quelques-uns. Après aussi, on parle de gamins qui ont 13, 14, 15 ans et qui ont en fait un rythme qui est très inégal, quoi. Donc cette année ils peuvent être moins bons, l'année d'après peut-être qu'ils seront plus blessés, ils n'auront plus de sevère, ils n'auront plus de SGOD, ils n'auront plus toutes ces maladies, toutes ces pathologies qui font qu'ils sont beaucoup plus constants dans la performance. Mais je trouve que, enfin, moi j'ai un certain âge, et je sais qu'à mon époque, il y avait beaucoup de gamins qui avaient un talent énorme et qui passaient à travers la maille du filet. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus rare. Oui. En tout cas, c'est pas facile, ça on peut le dire. Et d'ailleurs, vous qui regardez ces émissions, chers amis téléspectateurs, je crois que ce sont des conseils précieux. Il ne faudrait pas que vous ayez en tête que votre fils est déjà Mbappé ou encore Messi. Non, c'est vrai. Et c'est très bien expliqué parce que ici, en Guadeloupe, ils ont du talent. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est pour le local. D'accord ? Et quand on va plus loin, ben on constate que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est difficile parce que, bon, déjà, il y a l'éloignement. Malheureusement, nous, dans nos territoires, on a un autre problème qui est l'éloignement. Quand le gamin il est détecté en septembre, octobre et qu'il se retrouve en novembre ou octobre au centre de formation à Rennes, c'est compliqué. Ça y fait. L'éloignement. Donc toutes ces choses-là font que le gamin, mieux il est accompagné par son environnement familial, mieux c'est pour lui. Et donc au CRM par exemple, c'est ce qu'on inculque aux parents, c'est ce qu'on inculque aux gamins. Certes, vous jouez bien au ballon, mais il y en a beaucoup qui jouent bien au ballon. Mais est-ce que tout le monde est capable de supporter en fait toutes les contraintes qui sont liées à la distance, qui sont liées au froid, qui sont liées à la séparation avec les parents, qui sont liées à la blessure. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des contraintes qui, mis bout à bout, peuvent être très, très, très difficiles à vivre. Hein. Oui, très compliqué à vivre. Ou alors, peut-être, même s'ils n'envisagent pas de rentrer tout de suite dans le statut professionnel, mais ils peuvent peut-être rentrer dans un club de CFA, par exemple, un club de CFA et de progresser après. Il y a le parcours fédéral classique, et il y a aussi d'autres parcours type quand ils mettent en place, vous savez, comment ça s'appelle, j'ai un trou en fait des lycées qui sont directement connectés avec des clubs où les gamins peuvent tranquillement assumer leur scolarité. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut préciser. Sport-études. Le sport-études, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc quand le sport-études il est performant, le gamin peut se réaliser, peut rester dans son environnement familial et en même temps progresser normalement. C'est très compliqué. Et je pense que il faut bien préciser encore que la probabilité de devenir professionnel, elle est très très faible. Elle est très faible. Plus ça va et plus ça va aller pour le gamin et plus l'étau va se refermer et plus ça va devenir compliqué. Ouais, c'est un peu le schéma de l'entonnoir. Hein. Il y en a beaucoup et plus ça va, plus ça se réduit. Et plus ça se réduit. Donc il faut dire aux parents de privilégier la scolarité de l'enfant. Il faut que l'enfant, même si le sport-études c'est quelque chose de très efficace, il a la chance de rentrer en sport-études. D'ailleurs, moi, si je pouvais militer pour développer plus de sport-études en Guadeloupe, c'est avec plaisir. Hein. Mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, privilégiez la scolarité, faites confiance à vos éducateurs qui sont de mieux en mieux formés, et pas qu'en Guadeloupe. Hein. Donc, je veux dire, là, il y a vraiment un focus qui est mis sur la formation des éducateurs. Nous, au CRM, dans le cadre, par exemple,
du label sur lequel on travaille, du label jeune, on va mettre un accent particulier sur la formation de nos éducateurs. Ça, c'est quelque chose de très important parce que là aussi, les techniques évoluent. Oui. Le physique des gamins évolue, les pathologies évoluent. Enfin, je veux dire, il y a tout qui évolue. Donc, il faut que nos éducateurs ils soient formés, ils puissent accompagner toutes ces évolutions. Donc alors, juste pour conclure, je dirais simplement l'objectif à terme pour vous, en tout cas au niveau de CAM, c'est de mettre en place des structures qui répondent aux besoins des gamins. Absolument. Qui répondent. Alors, il y a plusieurs objectifs, c'est pas le seul, mais bon, celui-là, en tant que responsable de l'école de foot, oui, ce sont des méthodes d'accompagnement qui suivent l'évolution des gamins. Mais en même temps, en fait, le projet, c'est quand même un projet club. Alors, les gamins, c'est de quel âge à quel âge chez vous, l'instant? Ce sont des U6 jusqu'au U13. U6, d'accord. Jusqu'au U13. Après, il y a quand même, je veux dire, le conseil d'administration, en fait, tous les dirigeants du club, ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment un projet global. Le CAM, aujourd'hui, c'est un projet global qui intègre la partie école de foot et la partie ce que nous on appelle le foot à 11. Et donc dans le foot à 11, on est structuré en pré-formation, donc la U15, la U14, la U15, la U16, la formation, donc jusqu'au U18, et ensuite la partie senior. Donc toute cette partie-là qui est aussi pour nous très importante. Donc c'est un peu la vitrine, si vous voulez, quelque part, du travail qu'on fait en amont au niveau de l'école de foot. Et puis quand on regarde les résultats, je vais regarder un petit peu le championnat, chez vous, c'est correct, c'est très bien, vous êtes très bien placé, surtout, je crois que c'est les U13. Je crois que vous êtes leader, je crois. Oui. Mais là c'est pareil, c'est-à-dire que nous on n'a pas regardé à faire le résultat avant de jouer. Nous on a pris les choses à la base, on a recommencé. Le travail, alors je tiens à dire que le travail avait déjà été initié. Donc moi je suis arrivé, j'ai trouvé des gamins qui jouaient au ballon. Donc moi je suis juste un passeur et je continue le travail qui a été fait. Et c'est vrai, donc il y a un travail de structuration qui est fait au niveau des gamins, qui fait qu'aujourd'hui, donc je dis, si vous travaillez bien, si on travaille bien l'entraînement, de toute façon les résultats ils vont suivre, il n'y a pas de secret. Et puis je voulais quand même saluer quelqu'un chez vous qui fait un travail considérable, c'est Christian Zabot, qui regarde certainement cette émission. C'est un monsieur, ça fait des années qu'il est avec ce club, et je sais qu'il amène son expérience déjà, et je pense que les gamins certainement prennent un peu, disons, exemple sur tout ce que lui, il a comme technique et comme savoir-faire aussi. Oui, M. Zabot, c'est un peu le potomitan, si je puis dire, du CAM, c'est un peu une lumière aussi, c'est quelqu'un qui est là, que c'est une des premières personnes que j'ai connues quand je suis rentré dans le milieu du foot en Guadeloupe. C'est un passionné, quoi. Ce sont des gens qui sont là. Le matin, je pars tôt, travaille le matin de Capester à Fouillol, monsieur Fouillol, je pars très tôt. Il m'arrive de voir monsieur Zabot en train de travailler, de tondre la pelouse, et quand je reviens le soir, tout est prêt. Il travaille, enfin vraiment c'est quelqu'un de formidable, et puis qui se connaît au foot quand même, donc qui a joué. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rivalité entre le CSC avec le CAM, parce qu'il y a quand même 3 clubs là-bas, il y a le CAM, 4, il y a le CAM, il y a le CAM, il y a le CSC, le SOS Cambrefort, et puis il y a Bananier. Non. Et il y a eu, alors là, depuis cette année, il y a eu une entente qui a été passée au niveau des féminines seniors entre le CSC et le CAM. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve que quand même les choses vont bien. Non, les deux présidents s'entendent bien. Les décideurs du CAM s'entendent bien avec le CSC. Non, il n'y a pas de. Non, ça en fait. Chacun trouve sa place. Chacun trouve sa place. Capester, c'est grand, donc il y a de la place pour tout le monde, et puis tout ça se passe dans une entente qui est assez sympathique. Merci Claude Kindou d'avoir été en direct dans cette émission, et puis je remercie également Cédric Vanoukia qui a effectué le déplacement justement pour la détection des jeunes gamins sur le stade de la Montinois. Merci aussi Jean-Baptiste. Merci. Pour tes lumières, évidemment. Merci à Yann qui a assuré la technique brillamment pour nous. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle thématique. Mais toujours, nous allons rester avec les jeunes, puisque c'est en quelque sorte l'avenir de notre football guadeloupéen. Merci encore. Au revoir.